Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les design patterns, qui sont des modèles de conception logicielle qui simplifient et améliorent la réutilisation du code. Les design patterns peuvent être classés en trois catégories principales, les créationnels, les structurels et les comportementaux. Chaque type de pattern est conçu pour résoudre un problème spécifique, comme par exemple la gestion de la création d'objets ou la définition de l'interface pour une classe. Nous allons approfondir chacun de ces types de patterns pour en comprendre les applications concrètes. Passons maintenant à la définition des design patterns. Comme vous l'avez vu précédemment, les design patterns sont des solutions génériques réutilisables à des problèmes courants dans le développement logiciel. Ce sont des modèles adaptables qui rendent le code plus flexible, maintenable et extensible. Ils ne sont pas des morceaux de code prêts à l'emploi, mais plutôt des outils pour résoudre des problèmes récurrents. Grâce à cela, les développeurs peuvent réutiliser ces solutions dans différents projets, en réduisant ainsi le temps et les ressources nécessaires pour résoudre des problèmes similaires. Maintenant que nous avons abordé la définition des design patterns, passons aux trois catégories principales qui les composent, créationnels, structurels et comportementaux. Les créationnels se concentrent sur la gestion de la création d'objets, tels que le singleton ou la factory méthode. Ils permettent de réorganiser la création d'objets, ce qui facilite la modélisation de complexité. Passons maintenant à les créationnels, une catégorie qui nous aidera à gérer la création d'objets. Les créationnels, comme le singleton, sont conçus pour garantir que seule une instance est créée d'un objet, ce qui peut être très utile dans des scénarios où une seule instance est suffisante pour tout le système, comme dans le cas de la gestionnaire de connexion à une base de données. Cette garantie nous permet de nous concentrer sur la logique de l'application, en réduisant ainsi les problèmes liés à la création. Maintenant que nous avons compris la notion de créationnel, allons voir comment il s'applique dans la réalité avec le singleton. Ce pattern de design, implémenté en Java, nous permet de garantir que seule une instance de l'objet singleton est créée. L'exemple de code ci-dessus montre comment il est mis en œuvre, en utilisant la méthode static getInstance, pour récupérer l'instance unique de l'objet. Cette garantie nous permet de nous concentrer sur la logique de l'application, en réduisant ainsi les problèmes liés à la création d'objets multiples. Maintenant que nous avons compris le singleton, passons à la factory méthode, une autre technique de création d'objets. La factory méthode nous permet de définir une méthode qui crée des objets, mais nous permet aux sous-classes de changer le type d'objet créé. Cela nous permet d'encapsuler la logique de création et de nous concentrer sur la logique de l'application. C'est particulièrement utile lorsque nous avons plusieurs sous-classes et que nous voulons déléguer la création d'objets à ces sous-classes. La factory méthode nous permet de définir une méthode qui crée des objets, mais nous permet aux sous-classes de changer le type d'objet créé. Cette approche nous permet d'encapsuler la logique de création et de nous concentrer sur la logique de l'application. La factory méthode est souvent utilisée pour créer des objets complexes, tels que les animaux dans l'exemple, qui dépendent de plusieurs facteurs. Maintenant que nous avons compris la factory méthode, passons à la builder, une autre technique de création d'objets. La builder nous permet de construire des objets complexes étape par étape, séparant la construction et la représentation. Cela nous permet de créer différents types et représentations d'un objet, ce qui est utile lorsque la création d'un objet nécessite plusieurs étapes ou configurations. En résumé, la builder nous permet de construire des objets de manière plus flexible et personnalisable. Maintenant que nous avons compris la factory méthode, passons à la builder. La builder nous permet de construire des objets complexes étape par étape. C'est le cas avec la classe pizza en Java, où la builder nous permet de définir la taille et la présence de fromage sans avoir à créer un objet pizza à partir de zéro. Cette approche nous donne plus de flexibilité et de contrôle sur la création des objets complexes. Maintenant que nous avons compris la factory méthode, passons à la prototype. La prototype nous permet de créer de nouveaux objets en clonant un objet existant, ce qui peut être utile lorsque le coût de création est élevé ou que l'objet possède un état complexe. Le concept de clonage nous permet de créer un nouveau objet en utilisant l'état et les données d'un objet original, ce qui est particulièrement rapide par rapport à l'utilisation de la fonction new, qui nécessite un coût de création plus élevé. La prototype en Java nous permet de créer de nouveaux objets en clonant un objet existant. Pour ce faire, nous créons une interface prototype qui implique la méthode clone. Dans la classe concrète prototype, nous définissons notre propre méthode clone. Cette méthode est responsable de la création de la nouvelle instance en utilisant la méthode super.clone. Cependant, nous devons gérer l'exception clone not supported exception pour éviter les erreurs.
Ensuite, nous créons une nouvelle instance du prototype en utilisant cette méthode, et nous obtenons une nouvelle instance identique à l'origine. Maintenant que nous avons compris comment la prototype peut être utilisée pour créer de nouveaux objets, passons à la structurée, adaptée. L'adapté nous permet de faire fonctionner deux interfaces incompatibles ensemble, agissant comme un pont entre deux classes. C'est utile lorsque nous voulons utiliser une classe existante dont l'interface ne correspond pas à ce qui est attendu. L'adapté agit en définissant une interface supplémentaire qui masque les différences entre les deux interfaces, permettant ainsi une utilisation commune de ces deux interfaces. Passons à la structurelle, adaptée. L'adapté est un patrimoine de classe qui permet de faire fonctionner deux interfaces incompatibles ensemble. C'est comme un pont qui relie deux classes, nous permettant d'utiliser une classe existante avec une interface qui ne correspond pas. Nous créons une interface supplémentaire qui masque les différences, et voilà. Nous avons une utilisation commune de ces deux interfaces. Dans cet exemple, l'adapté agit en définissant une interface supplémentaire, permettant d'utiliser la classe adaptée avec l'interface target. Pour comprendre la structurelle, il est utile de commencer par la décorateur. Cette technique permet d'ajouter des fonctionnalités à un objet sans modifier sa structure de base. C'est comme ajouter une épaisseur à une tarte, on ne change pas la recette, on ajoute simplement des ingrédients supplémentaires. Dans le cas de la café de base, nous pouvons ajouter des décorateurs comme le lait, le sucre et la crème pour obtenir un café final. La valeur de prix final est calculée à la somme des prix des décorateurs, ce qui permet de gérer les fonctionnalités supplémentaires de manière flexible. Maintenant que nous avons vu la structurelle, passons à la décorateur. Cette classe est un exemple parfait de polymorphisme, car elle peut être étendue pour prendre en charge différents types de boissons. En Java, une boisson décorateur est une classe abstraite qui implémente l'interface boisson. Elle possède une propriété boisson qui lui permet d'ajouter des fonctionnalités à la boisson. Cette classe est un pont entre les boissons et les décorateurs, permettant de les gérer de manière flexible. La structurelle est une technique qui permet de séparer une abstraction d'une mise en œuvre afin qu'elle puisse évoluer indépendamment. Cela est utile quand vous voulez découvrir la forme, l'abstraction et sa couleur, l'implémentation, sans se soucier de leur mise en œuvre. En Java, on utilise la classe Bridge pour mettre en œuvre cette technique. Vous pouvez définir une interface qui définit la forme et une classe qui implémente cette interface, mais qui se retrouve avec deux sous-classes, l'une pour la couleur et l'autre pour la combinaison de formes et de couleurs. Cela permet de séparer l'abstraction et l'implémentation, ce qui est très utile dans de nombreux cas de figures géométriques. Maintenant que nous avons vu la structurée, nous allons passer à l'exemple concret de la bridge en Java. Nous avons ici une classe shape qui abstrait la forme, et deux classes spécifiques, cycle et square, qui l'étendent. Cela nous permet de séparer l'abstraction de la mise en œuvre, ce qui est très utile pour éviter la couche de présentation. Nous pouvons maintenant dessiner une forme sans nous soucier de son aspect, puis nous pouvons ajouter une couleur à notre forme, et voir la combinaison. Cela nous permet de séparer l'abstraction de la mise en œuvre, ce qui est très utile pour éviter la couche de présentation. Passons maintenant à la technique de proxy. Un proxy est un objet qui se substitue à un autre objet, contrôlant l'accès à celui-ci. Cela peut être utilisé pour protéger l'objet, le cacher ou ajouter des fonctionnalités supplémentaires. En Java, un proxy peut être utilisé pour contrôler l'accès à un objet, ce qui est très utile pour l'optimisation des ressources. Par exemple, on peut utiliser un proxy pour charger les images de manière lazy, ce qui peut améliorer la performance de l'application. De plus, un proxy peut être utilisé pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à un objet, comme des logs ou des mises à jour de sécurité. Passons maintenant au sujet de la gestion de la mémoire en Java. Comme nous l'avons vu avec la classe proxyImage, la gestion de la mémoire est cruciale pour éviter les performances bascules. La classe proxyImage utilise la technique de lazy loading pour charger les images uniquement lorsque nécessaire, ce qui peut améliorer considérablement la performance de l'application. Cela nous permet de réduire l'utilisation de la mémoire RAM et de gérer les ressources de manière plus efficace. C'est une technique très utile pour les applications qui doivent gérer de grandes quantités de données. La relation d'observation est utilisée pour informer les objets de changement d'état. En Java, cette technique est souvent appelée observer pattern ou pattern de notification. Elle permet aux objets de s'abonner au changement d'état d'un autre objet, ce qui peut être très utile pour gérer les interactions complexes entre des objets. Par exemple, lorsque le service météo change d'état, les observateurs, comme l'affichage app ou l'affichage web, reçoivent notification et sont mis à jour automatiquement.
La classe Service Météo utilise l'interface Observer pour informer les objets de changement d'état. Les objets observateurs s'abonnent aux modifications de la température pour être mis à jour. Lorsque la température est modifiée, la méthode Notifier observateur est appelée, ce qui déclenche les mises à jour pour tous les observateurs enregistrés. Cela permet une mise à jour dynamique et efficace de l'information. Maintenant que nous avons abordé le concept d'interface observée, passons à la stratégie. La stratégie est une technique d'Object Oriented qui permet de définir une famille d'algorithmes, les encapsuler dans des classes distinctes et les rendre interchangeables sans modifier le contexte. Cela signifie que vous pouvez choisir dynamiquement lequel des algorithmes utiliser, en fonction des besoins spécifiques de votre application. Les algorithmes sont encapsulés dans des classes, ce qui leur permet de s'adapter en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés. Passons maintenant à la mise en œuvre de la stratégie en Java. Nous avons une interface strategy qui définit la méthode exécutée, que les classes de stratégie doivent implémenter. Ensuite, nous avons deux classes de stratégie concrètes, concretStrategia et concretStratGib, qui implémentent la méthode exécutée. La classe contexte utilise la stratégie pour exécuter la méthode exécutée de la stratégie choisie. Cela nous permet de changer de stratégie sans modifier le contexte, ce qui est un avantage important. Nous pouvons voir que les classes de stratégie sont échangeables, et que le contexte utilise la stratégie de manière dynamique. Maintenant que nous avons discuté de la stratégie en Java, passons au concept de template method. Le template method est une technique qui permet de définir un squelette d'algorithme dans une méthode de base, en laissant les sous-classes personnaliser certaines étapes sans changer la structure globale. Cela nous permet de contrôler les variations de l'algorithme tout en évitant de dupliquer du code. Le template method est particulièrement utile lorsqu'on a un algorithme avec une structure fixe et qu'on veut personnaliser certaines étapes sans modifier la structure globale. Maintenant que nous avons vu comment les classes Tea et Coffee implémentent la méthode Brave pour personnaliser le comportement, nous pouvons voir comment le template method permet de définir une structure d'algorithme globale et de laisser les sous-classes la personnaliser. La classe Beverage définit la méthode Prepare, qui est un exemple de template method. La méthode Prepare définit une structure fixe d'algorithme qui implique la cuisson de l'eau et la préparation du breuvage. Les classes Tea et Coffee peuvent alors implémenter la méthode Brew pour faire correspondre l'algorithme de préparation avec leur propre comportement. Cela nous permet de réutiliser le code de la classe Beverage pour les différentes classes de breuvage tout en gardant la flexibilité de personnalisation du comportement. Passons maintenant au récapitulatif des design patterns. Nous avons vu les créationnels, qui s'occupent de la création de nouveaux objets, comme le singleton et la factory méthode. Nous avons également vu les structurels, qui s'occupent de la structure de l'algorithme, comme l'adapté et la décorator. Ensuite, nous avons les comportementaux, qui s'occupent de la gestion des interactions entre les objets, comme le template méthode et la commande. Cela nous permet de comprendre comment les différents design patterns peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes complexes et améliorer la qualité du code. Pour aller plus loin, nous pouvons consulter le catalogue complet avec exemples visuels et code en plusieurs langages sur Refactoring Guru. Ce site propose des explications approfondies sur les design patterns, ainsi que des exemples concrets pour faciliter la compréhension. De plus, le livre Design Pattern, Gang of Four de Eric Gama, Richard L., Ralph Johnson et John Vissid constitue le livre de référence fondateur des 23 patterns classiques. Cet ouvrage fournit une approfondie analyse des principes et des applications des design patterns.